Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, mon nom est Denis Lumière, vous regardez Ciné Techno et aujourd'hui je vous offre mon opinion, une critique sans aucun divulgateur sur le nouveau film de Dwayne The Rock Johnson, Black Adam, qui fait partie du DCEU, le DC Expanded Universe, qui est un peu la version de DC Comics pour le côté cinématographique, comme Marvel Studios a son MCU pour les Marvel Comics. Dans ce film-là, qui sera au cinéma à partir du 21 octobre 2022, ça c'est les dates pour l'Amérique du Nord, mais je sais qu'il y a le 19 octobre pour d'autres endroits ailleurs dans le monde. Pour l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, c'est le 21 octobre. C'est un film de type action, aventure, fantasy et science-fiction. Un bon melting pot pour les geeks. Dans le Kandak antique, l'esclave Teth Adam fut doté des pouvoirs tout-puissants des dieux. Mais après avoir osé employer ses pouvoirs pour se venger, il fut emprisonné. 5 millénaires plus tard, il est libéré et exerce de nouveau sa funeste conception de la justice sur le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam se retrouve à devoir affronter la société de Justice, le Justice Society comme on appelle, une équipe de héros modernes formée de Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher et Cyclone qui cherchera à l'amener en captivité éternelle. Je ne vais pas vous offrir aucun divulgateur dans cette vidéo aussi. C'est une promesse que je fais à l'administrateur Sébastien Trottier, un bon ami à moi. Euh, mais ce que je vais vous donner, c'est un peu une impression du film, comment on a réagi, nous, dans l'auditoire, parce qu'on a eu la chance de voir le film, nous, le 13 octobre à Toronto. Il y avait ce qu'ils appelaient, excusez-moi, le Black Adam Rocks Canada. C'est un événement où est-ce que j'ai eu la chance de voir le film en version IMAX. Ça, c'est les beaux billets qu'on a ici. Ça, c'était la passe pour l'événement. Et on a eu droit à une accolade, un fist bump avec Dwayne The Rock Johnson, qui était présent en plus d'un des producteurs du film, qui était là pour faire la tournée. Ça faisait partie de la tournée promotionnelle de Black Adams à travers le monde. Il a été au Mexique, à New York, Toronto. Là, il s'en allait à Londres. Et j'imagine qu'après ça, la tournée va être faite. Ça a déjà été épuisant comme tournée. À Los Angeles, je pense qu'il avait réalisé 400 entrevues en 2 jours, 3 jours seulement pour les journalistes qui venaient de partout dans le monde pour faire les entrevues. Donc, une grosse tournée de promotion pour Dwayne The Rock Johnson et son équipe. Euh, Ils ont fait un travail remarquable parce que nous, on avait à l'événement qui se passait au Rec Room de Toronto, tout près de la tour du CN et moi, ce que j'appelle le Skydome de Toronto, le stade des Blue Jays de Toronto. On avait un endroit où est-ce que la nourriture est offerte à volonté, des boissons, on avait un swag bag avec un sac lettré au logo de Black Adam avec des ballons, chandail. Chandail que je porte fièrement, puis vous allez voir qu'après avoir vu le film, vous allez vouloir un chandail comme ça aussi. Et en tout cas, mais je vous dis tout de suite, c'est pas la première fois, là. Je vis ce happening-là à d'autres reprises, et malgré le fait que on essaye des fois de nous d'enfirouaper en nous offrant peut-être des petits cadeaux comme ça. C'est pas tous les films que tu peux dire quand même que tu te fais gâter, que le film est bon. Je donne un exemple, le Suicide Squad qu'on avait vu il y a quelques années, le premier, pas celle de James Gunn, mais le premier. Euh, T'as beau me gâter, t'as beau me donner des choix, le film, tu fais comme, pas vraiment. Mais ce film-là, lorsqu'on était au visionnement, juste pour vous dire, là, on nous a fait attendre une demi, pas une demi-heure, excusez, 1 heure avant le visionnement. Parce que nous, on devait partir du Rec Room, on devait marcher, on avait une genre de petite parade de tous les gens. Il y avait pas loin de 1000 personnes au Rec Room. On devait marcher jusqu'au Scotiabank Theatre de Toronto. C'est environ 5 à 6 coins de rue. Et puis, à partir de là, on rentrait dans la salle de cinéma. Moi, j'étais arrivé là, il était 7 heures et le visionnement commençait à 8 heures. C'était éternel comme attente. T'attends de voir un film, puis finalement, les gens avaient fini de manger leur nachos, leur popcorn avant que le film ait commencé. Mais anyway, ça fait que déjà là, c'était un down. C'est pas bon pour le beat qui avait déjà gagné avec l'événement qu'on avait eu au Rec Room. Mais je parlais du film. Pendant le film est tellement divertissant, excitant visuellement, c'est du bonbon pour les yeux. Et on se retrouve imbibé dans l'univers du DCEU avec ce film-là. Moi et ma conjointe, à peu près au milieu du film, je lui ai glissé à l'oreille, j'ai chuchoté, je lui ai dit, ce film-là, c'est un film qui est
donner un exemple, là, si vous amenez votre petit garçon, votre petite fille, vos enfants de 7 à 10 ans, ils vont voir ce film-là. À noter qu'il y a des bouts qui sont assez durs, par exemple, peut-être 10, 12 ans. Ça risque de devenir leur film préféré pour un très bon bout de temps. Quand on est sorti de là, moi et ma conjointe, les deux, on a pensé la même chose, on se l'est dit, puis on était crampés parce qu'on s'est dit Great minds think alike. Euh, Ce film-là, pour nous, c'est devenu notre film. On considère ce film-là littéralement comme le meilleur film de super-héros. Pas le meilleur film en tant que tel, mais le meilleur film de super-héros depuis Avengers Endgame. C'est à ce point-là. C'est vraiment divertissant. Les personnages, je vais vous en revenir un peu là-dessus après, sans spoiler quoi que ce soit, mais ils ont réussi à mettre une histoire qui permet de mettre un point important sur pas mal tous les personnages principaux et même secondaires du film. Mais nous, on est sortis de là, puis on s'est dit, pour nous, c'est notre film préféré maintenant du DCEU. Au-delà de, moi, j'ai beaucoup aimé Suicide Squad de James Gunn, Man of Steel et le Zack Snyder's Justice League. Mais ça, c'est un film de super-héros où est-ce qu'il se passe des choses de super-héros et où est-ce que le visuel, on en met plein les yeux, où est-ce que le son, My God, allez voir ça dans le plus grand cinéma qui offre le plus grand écran possible, avec le meilleur son puissant possible. Vous allez triper, ça va être un manège de 2 heures. Il y a quelques moments où est-ce que Money, ça devient tranquille, mais ça sert à faire avancer l'histoire. On peut pas avoir 2 heures de combat sans arrêt. Euh, on a besoin, à un moment donné, de comprendre qui fait quoi et qui sert à quoi pour faire avancer l'histoire. Euh, les personnages, on a Dwayne The Rock Johnson qui joue le rôle de Teth Adam, qui porte ce nom-là à l'origine il y a 5000 ans et qui porte dans l'ère moderne le nom de Black Adam. Lui, je considère que c'est un personnage qui est badass, une présence très imposante à l'écran, que ce soit pour l'auditoire qui est dans le cinéma, où est-ce que tout le monde est arrivé dessus par rapport à ce qui se passe avec le personnage de Black Adam, que les citoyens dans la ville de Kandak, euh, Kandak ou Kandak, oui, Kandak, les citoyens de Kandak qui sont subjugués, qui capotent à voir la présence d'un nouveau sauveur qui vont les libérer de la tyrannie des terroristes qui ont pris le contrôle de leur ville. Euh, et en même temps, très charismatique. On voit Black Adam, si je me rappelle bien, il y a 3 versions de costumes différents dans le film. Et les 3 costumes arrêtés, c'est son apparition, ses combats et la conclusion du film qu'il montre dans sa version finale de Black Adam. On a aussi Odelia Alavi qui joue le rôle de Shiruta, qui est sa femme il y a 6000 ans. Il y a Pierce Brosnan, wow! Le James Bond de GoldenEye qui nous revient dans un nouveau personnage qui va le marquer. Ça, c'est écœurant. Il y a des personnages qui portent des masques. Là, je vais vous nommer Darth Vader, Bane dans The Dark Knight Rise, qui ont soit bien réussi ou mal réussi. Quand je parle de tonation, de voix marquante, Bane, c'est tandis que Vader, sa voix est marquante avec James Earl Jones qui donne une voix qui reste marquée dans notre tête. Ben, Dr. Fate, c'est ça. Lorsque Dr. Fate met son casque et se met à agir avec son équipe, c'est marquant. Il parle, puis tu fais Wow! C'est vraiment ça, c'est marquant. Et le personnage a un arc, là, vraiment, le début, milieu, fin du film. Et c'est vraiment surprenant parce que je dirais que même si le film s'appelle Black Adam, le personnage de Dr. Fate est très important dans ce film-là. Et watch out. Là, ce personnage-là, excusez-moi, moi je dirais qu'il est mémorable. Et c'est un mélange un peu, si vous avez vu les films de Doctor Strange, c'est un mélange de Doctor Strange et l'ancien, mais dans le même personnage. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vous en dis pas plus sur Doctor Fate, mais oh my God, ce personnage-là est vraiment hot. Un autre personnage qui va devenir, d'après moi, un favori de beaucoup de monde dans pas long, c'est Aldis Hodge qui joue le rôle de Carter Hall, aussi connu sur le nom de Hawkman. On le voit dans l'annonce avec les ailes et son arme mythique là, qui est comme une genre de massue ronde avec des pics. C'est sûr que les fans de DC, les autres, doivent dire Denis, il y a un nom pour ça, cette affaire-là. C'est comme le Mjolnir de Hawkman. Anyway, pour moi, ce personnage-là, là, essayez d'imaginer un peu Tony Stark. Pas Iron Man, là, mais Tony Stark, mais avec l'agressivité et l'agilité de combat de Wolverine.
On a Tony Stark et Wolverine dans le même personnage avec des ailes pour pouvoir voler. C'est ça, Hawkman dans ce film-là. Toutes les apparitions de Hawkman sont marquantes, sont visuellement incroyables et beaucoup d'action, c'est intense. Et en même temps, il est pas le personnage. Il est le personnage qui réussit à, à nous donner l'idée de qu'est-ce qu'un super-héros doit être dans la société. Si dans la vraie vie, un personnage comme ça existerait, tu voudrais que ce personnage-là soit le genre de super-héros qu'on a dans la société d'aujourd'hui. Ça, je fais une différence avec The Boys à la télé, où est-ce que c'est tous des trous de cul qui ont des pouvoirs, qui en profitent. Hawkman, là-dedans, c'est le super-héros que tu voudrais avoir dans ta ville pour te protéger. C'est l'exemple de ce qu'un super-héros doit être, en tout cas dans l'ère moderne des films, où est-ce qu'on peut plus vraiment y aller trop euh, optimiste. On dirait que je essaie tout le temps de mettre un côté dark, ça a l'air plus sérieux, plus mature, mais ça fit avec Hawkman dans ce film-là. J'ai capoté sur ce personnage-là. Et je suis pas mal sûr que vous allez capoter aussi. Autre personnage aussi qui me fait énormément rire et en plus, j'ai été surpris de autant apprécier la présence de ce personnage-là, c'est Noah Centineo qui joue le rôle de Atom Smasher, qui est le neveu de Atom, l'original. Dans ce film-là, je vous dirais que il y a un parler, un gestuel un peu comme Peter Parker. Et en même temps, il est inexpérimenté. Il a tout le temps faim par rapport à ses pouvoirs. C'est un peu comme un mélange de Peter Parker et Ant-Man. Tu sais, Ant-Man qui devient géant dans le Age. Non, c'est Age of Ultron, là, j'ai un blanc. Non. Dans Civil War, excusez-moi. Dans Captain America Civil War, il y a Ant-Man qui, pour la première fois, devenait grand, puis à la fin, il disait: Ah, il faut que je mange des oranges. Bon, ben, t'as un peu ça, ce côté-là. Il est tout le temps affamé, puis ça l'amène des scènes un peu comiques. Mais même par son manque d'expérience et son manque d'habitude de travailler en équipe avec d'autres super-héros. Il y a ce côté là-dedans avec Atom Smasher. Et le visuel qui est donné, euh, il y a de quoi rendre jaloux, justement, Ant-Man dans les films de Marvel, puisque de façon qu'on présente Atom Smasher dans ce film-là, c'est une bonne façon. La perspective du côté gigantisme du personnage est bien présentée à l'écran. Des perspectives de dimension, de grandeur, de profondeur, de puissance qu'il a par rapport à son pouvoir. C'est bien présenté. Puis en même temps, le personnage a quand même des bons traits caractéristiques qui le différencient des autres. C'est pas une bête, une brute, quoi que ce soit. C'est juste le petit jeune qui est avec dans l'équipe qui n'a pas d'expérience mais qui a un pouvoir qui lui permet de pouvoir être au-dessus de tout le monde. Ça, c'est pour Atom Smasher. Il y a aussi Cyclone qui, elle, j'avais aucun intérêt. Bon, OK, c'est un peu la petite nouvelle qui va être la dos fatigante. Et non, au contraire, elle est comme Shuri dans Black Panther. Elle est très intelligente, mais elle est un personnage un peu comme Storm dans les X-Men, où est-ce qu'elle a le pouvoir de contrôler la nature, le vent, ces choses-là, d'où son nom Cyclone. Et la beauté de ce personnage-là, c'est que justement, le personnage est intéressant dans ce qu'elle a à faire en tant que personnage, mais de la façon qu'il présente ses pouvoirs, c'est comme un chef-d'œuvre, c'est comme une peinture au ralenti en 3 dimensions, multicolore. Il utilise pour montrer ses pouvoirs, tout ce qui, les éléments qu'il y a autour d'elle. Pour, tu sais, comme, elle fait pas juste lever du vent. Lorsqu'elle lorsqu'elle exerce ses pouvoirs, bien, toutes les choses qui sont autour d'elle vont se manifester et ça va créer un genre d'effet d'aquarelle qui bouge autour d'elle tout le temps. Puis ça a l'air simple à dire, mais ça fait beau. C'est vraiment beau à voir lorsqu'elle manifeste ses pouvoirs. Cyclone, là, vraiment une présence intéressante. Elle n'est pas fatigante, elle est très cultivée, très intelligente et un côté intéressant dans le film. C'est pas ce qu'on appelle une Mary Sue, c'est pas un côté woke. Le personnage est intéressant, bien développé et chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, après qu'il y ait son introduction dans le film, ben, t'es pas comme Ah, encore elle. Non, non, c'est elle, Hawkman, Doctor Fate. Tous les personnages sont très, très intéressants. Pour les autres, après ça, ben là, c'est pas qu'ils sont moins intéressants, c'est juste que je veux quand même aller plus vite. Je vous parle de elle puisqu'elle est dans les bandes annonces. Amanda Waller, elle est là. Elle est très utile par rapport à continuer la stabilité du DCU. Lorsqu'on la voit, on comprend qu'on est encore dans le DCU et que ça va rester encore pour un bout de temps. Puis elle est toujours intraitable. C'est une bitch. C'est un simple nom. Là. Elle est vraiment. C'est un Nick Fury, mais avec une gueule de pitbull là, dans l'univers de DC.
Il y a également les humains qui sont plus les citoyens de la ville de Kandak, avec Adriana, qui est la maman, qui est une femme forte, une genre de Lara Croft qui a soif de liberté pour sa ville. Il y a aussi Hammond, qui est l'enfant, qui est un genre de jeune téméraire, qui est fonceur, et en même temps, le jeune typique ado qui est fan de la Ligue des Justiciers. Il y a plein de posters, de figurines chez eux, dans sa chambre, des personnages comme Batman, Flash, Aquaman. On voit ça, puis il y a une scène de combat qui se passe. Encore là, c'est présenté dans une des scènes qui a été révélée par Warner Bros., où est-ce qu'il y a un combat dans sa chambre, puis il y a comme des messages qui sont envoyés à différents acteurs de la Ligue des Justiciers par rapport à ce qui se passe dans cette chambre-là. Juste vous dire ça. Et on a aussi Karim qui joue l'oncle, le frère de Adriana. Euh, Ce personnage-là, Karim, là-dedans, il fait le réparateur de télé. Et il y a une prédiction qui lui est donnée par un autre personnage qui l'amène à devenir plus intéressant encore dans le film. Mais lui, c'est le genre de personnage que tu dis, OK, tu sais, quand je vous dis que les personnages sont quand même tous bien développés, ont tous un petit arc, même ce personnage-là qui est le frère de la fille qui est citoyenne de la ville, même lui, ils ont réussi à bien développer son personnage. Chaque apparition, quand tu commences à comprendre qui est quoi, lui, tu le vois, puis tu sais qu'il y a des scènes comiques qui vont se passer. Il y a tout le temps un punchline qui va sortir. La situation qu'il vit, lui, à travers un univers de super-héros est tordante. Et puis, j'en veux d'autres. C'est le genre de personnage, euh, un peu comme l'ami de. Là, j'oublie tous les noms. L'ami qui raconte l'histoire de ce qui se passe dans les films de Marvel, dans les films de Ant-Man. Euh, c'est pas ça qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un personnage qui n'a pas de super pouvoir, sauf que quand il est à l'écran, ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est comique, et c'est un personnage qu'on veut revoir plus tard. Juste pour dire ça comme ça. À la fin de ça, il y a le personnage qui s'appelle Ismaël, joué par Marwan Kenzari. Marwan a joué Jafar dans le film en vrai de Aladdin qui avait mis en vedette Will Smith. Euh, Cet acteur-là fait un bon rôle. Il y a une twist avec ce personnage-là, et je vous dis tout de suite parce que c'est dans les bandes annonces, on le voit même, il y a les jouets qui ont sorti. C'est lui qui devient Sabak. Sabak, c'est un genre de Hellboy méchant. Pas un Hellboy qui vient aider les humains sur Terre, mais un Hellboy qui vient envahir, détruire la Terre. Et moi, ce que j'ai aimé de ce personnage-là, c'est que tu fais comme Hell yeah! Carrément, là. Hell yeah! Personnage qui vient de l'enfer, qui vient sur Terre. Ils ont été là. DC a osé faire euh, offrir un personnage au grand écran dans un côté qui a l'air tellement débridé. C'est tellement weird de voir ça à l'écran. Puis en même temps, tu fais, non, c'est ça, DC, c'est ça, c'est des dieux, c'est des démons, c'est God of War. Tu sais, c'est vraiment ce genre-là, mais avec des super-héros là-dedans. Et puis, c'est quand on voit Sabak là-dedans, il n'est pas vraiment là longtemps, parce que pour le besoin du film, il est là, mais il n'est pas là longtemps. Mais là, quand il est là, tes yeux sont comme rivés là-dessus. C'est un personnage assez hallucinant. Euh, Fait que c'est ça. Comme je disais, je ne veux pas vous dire aucun divulgateur. Il y a de quoi qui se passe à la fin. Vous devez le savoir si vous regardez cette vidéo aussi, puisque ça l'a fuité sur les internets. Très intéressant ce qui se passe dans le film. Beaucoup de surprises. Il y a des clins d'œil à d'autres affaires. Je vous dis rien là-dedans. Mais moi, je me répète, mais c'est vraiment un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu depuis très longtemps. Et c'est mon préféré maintenant pour les films du DCEU. Mais en même temps, je vous dirais que où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça promet pour ce qui s'en vient dans les prochains films. C'est juste pour dire ça là-dessus. Alors, je tiens à remercier Sébastien Trottier de me laisser offrir une vidéo sur la chaîne de Ciné Techno. Pour moi, si vous cherchez un peu d'autres commentaires, ben, si Sébastien me le permet, je tiens à vous inviter sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs, où est-ce que j'ai fait une autre critique pour ce film-là, mais en plus qu'il y a un concours et même une section avec Divulgateur qui offre pas toutes qui gâche pas tout, mais qui vous amène peut-être des éléments qui vont peut-être encore vous donner plus le goût de voir le film si jamais vous avez encore une réticence à aller voir le film de Black Adam. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine. Bon film. Bye bye.